J'écoutais le dernier ou l'avant-dernier épisode de 10 000 pas, saison 4 de notre cher Raptor, et je trouvais très intéressant le fait qu'il rappelle, dont j'avais déjà parlé me semble-t-il, l'importance de connaître ces lignes rouges, les lignes à partir desquelles, lorsqu'elles sont franchies, on dit stop et que voulez-vous que je vous dise? On prend les armes, qu'il s'agisse d'un stylo ou d'autre chose. Mais en tout cas, on s'arme, on refuse d'accepter un stylo, bien sûr, bien sûr, un stylo, bien sûr. Donc, beaucoup ce sont des abonnés de Netflix après s'être enfin rendu compte de la propagande qui est faite pour détourner les enfants en cachette de leurs valeurs naturelles et donc divines. Je vous ai déjà dit que j'ai fait l'erreur, maintenant je ne la fais plus, de présenter sur demande des élèves avant les vacances le dessin animé qu'ils me demandent et j'avais un peu halluciné devant, je crois avoir déjà parlé des deux, ce Noël-là et le robot sauvage pour ne citer que ces deux-là parce que ce sont les deux seuls que j'ai présentés à mes élèves avant de décider définitivement que je ne montrerai plus jamais un dessin animé à des élèves sans avoir vérifié avant qu'il n'y avait pas un sous-texte absolument dégueulasse. Voilà, donc ces deux dessins animés-là, notamment ce Noël-là, avaient vraiment un sous-texte absolument insupportable. En parlant, tiens, de Noël, rappelons, enseignants, ne vous laissez point faire que certains souhaitent supprimer le nom des vacances scolaires. Ne laissons point cela advenir. Cela fait partie de ma ligne rouge. Je crois avoir déjà dit que parmi mes lignes rouges, il y aurait le fait qu'on me demande de faire remettre des masques à des élèves. Quoi d'autre encore? Enseigner bien sûr le LGBTisme à des enfants, et évidemment, et je crois qu'on en parlera plus encore dans le prochain épisode, je ne vous spoile pas, je ne vous divulgage pas le prochain épisode. Le diable, étymologiquement, c'est celui qui sépare, puisque le mot diable vient du grec diabolos, comme le diabolo. Vous avez déjà vu les fanfarons dans la cour. Lui-même, enfin dans la cour, dans la rue, des formations professionnelles. Le mot vient donc de diabolos, lui-même issu du verbe diabalein, pardon pour la prononciation, qui signifie littéralement jeter à travers, diviser, accuser, calomnier. Si l'on décompose, dia signifie à travers, balein, encore une fois je m'excuse pour la prononciation, signifie jeter. Ainsi donc, le diabolos, c'est celui qui jette à travers, celui qui sépare, qui sème la division, qui brouille la relation entre l'être humain et Dieu, ce à quoi il est appelé bien évidemment dans la tradition biblique, dans la Septante traduction grecque de l'Ancien Testament. Diabolos traduit souvent l'hébreu Satan qui veut dire adversaire ou accusateur. Le diable est donc étymologiquement et spirituellement celui qui sépare l'homme de Dieu, qui divise les frères, qui sème la discorde et la confusion, et l'adversaire avec un grand A. Il faut absolument combattre cela et cela, cela C-E-L-A et cela C-E-U-X-L-A accent grave, ce qui signifie pardonner aux hommes leurs fautes, leurs errances, mais toujours les dénoncer avec force. Jésus n'a-t-il pas d'ailleurs chassé les marchands du temple à coups de fouet? Je fus passé simple, pas si simple, fut un temps, un affreux Jojo mélanchoniste à une époque qui était autre à ma décharge, et où j'étais encore un idéaliste utopiste et où je pouvais croire en l'homme, en cet homme qui disait, lorsque je le soutenais justement, que je m'étais même inscrit à son parti, que nous n'étions peut-être pas d'accord sur tout, mais qu'il était prêt à discuter justement de tout, ce qui aujourd'hui, à tout le moins, est assurément profondément faux. Il l'a prouvé à maintes reprises aujourd'hui. Vous suivez ce cirque médiatique pitoyable que nous offre également le macronisme. Mes racines ont toujours été profondément alsaciennes. J'ai toujours regretté que mes grands-parents professeurs et français avant tout, comme ils aimaient à le répéter, ont toujours refusé de m'apprendre l'alsacien à l'exception de quelques gros mots pour rigoler.
Je dis cela parce que, ayant été toujours attiré par cette superbe région, cela m'a permis de freiner très rapidement des quatre fers face au progressisme, à la marque LGBT qui n'est un slogan qui servira de transfert de richesse. Vous le savez, c'est une violence absolue contre tout ce qui est de l'ordre de la nature et des instincts. Et ils attaquent, vous le savez, les jeunes en disant qu'ils veulent le droit de vote pour les 16-17 ans et qu'ils s'attaquent dès l'école avec, malheureusement pour moi, une majorité d'enseignants partisans de cette gauche prêts à enseigner ce genre de, j'allais dire de valeur, mais non, d'horreur à une jeunesse justement de plus en plus jeune, où certains le démarrent dès la maternelle. Encore une fois, je vous rassure, c'est très à la marge, contrairement à ce que l'on peut entendre chez les alarmistes dont je ne fais pas partie, mais tout de même, il vous faut rester absolument vigilant quant à ce que certains peuvent raconter à vos enfants à l'école. Et également, bien sûr, en dehors, nous en avons parlé avec Netflix en partie, mais Netflix n'est que la part immergée de l'iceberg. Vous allez vous faire dépouiller, vous le voyez aujourd'hui, vous allez vous faire voler votre nature profonde, voire y ajouter un i au mot voler, pour ne plus avoir le moindre instinct de survie. Et qui dit plus d'instinct de survie, qui dit plus de valeurs naturelles profondes, dit mort. Le Covid était un premier test, soyez donc prêts, soyons prêts. J'ai toujours respecté éminemment le père de l'un de mes oncles. C'est une petite parenthèse encore sur le monde alsacien, qui, il se trouve, était un tailleur, ce qui déjà est absolument extraordinaire. Et en plus, il ne parlait, même au début des années 2000, il est malheureusement aujourd'hui décédé, quasiment pas un mot de français, ne s'exprimait qu'en alsacien. Quelques pensées que je vous livre sur la beauté de nos langues régionales et la beauté de nos différences, puisque les différences que nous aimons, elles sont là également. Pourquoi ne sont-elles pas davantage promues, celles-ci ? La réalité est de droite, vous le savez, c'est évident. La nature également, la nature humaine plus encore peut-être. Je vous laisse quelques questions ouvertes. Dénoncer, former, informer. Vous pouvez notamment regarder Idriss Aberkan, c'est très bien, c'est excellent. Bien sûr qu'aujourd'hui nous dénoncions ensemble avec tous les différents influenceurs toutes les horreurs qui sont dites, qui sont commises de partout. Il faut former la pensée de ceux qui sont prêts à être formés sur des choses qu'ils n'entendront pas dans le discours habituel, qui acceptent de se laisser informer. Mais aujourd'hui, cela me semble malheureusement insuffisant. Il nous faut ensuite sortir de la torpeur, agir à notre niveau local. Et enfin, dans un troisième temps, je vous pose la question, car je n'y ai pas la réponse. Que faire ? Comment agir ? Est-ce que cela suffit de ne pas accepter, de refuser de participer au marasme ambiant, ou bien faut-il, comme je le disais, à un moment, nous armer de notre courage, de notre stylo, de bien d'autres choses et aller au front pour nous faire entendre et remettre ce pays sur le droit chemin, j'allais dire autre chose. Nous avons un impact, donc nous avons une responsabilité. Bonjour, bonsoir les loups et loulous gris et bienvenue dans l'émission Prof de droite, l'émission qui distribue des uppercuts éducatifs avec élégance et bienveillance adroitement mesurée. Les pains sains distribués lors de ce podcast feront valser en 2 mouvements 3 temps, bien des protège-dents des bords de Seine jusqu'au sommet des Alpes, jusqu'au bord de l'océan Atlantique dans le creux des vagues bretonnes les plus fraîches, les vagues basques les plus hautes et déferlantes sur votre planche de surf, bande de petits coquins, jusque dans les pâturages pyrénéens. Et bonjour aux bergers qui m'écoutent, jusque dans les assiettes grasses et juteuses de nos régions, et tout ceci enfin en passant par la plus belle région du monde, l'Alsace. Si cette émission est disponible sur YouTube, Deezer et Spotify, ici nous promouvons, nous nous battons pour retrouver une société disposant d'un corps sain dans un esprit sain au service d'une jeunesse harmonieuse et équilibrée, et ce pour une nation éduquée, bien éduquée, capable de maintenir
Je m'astreins avec vous à une discipline de transmission non seulement à mes élèves mais à vous également. Ici, nous luttons en anonyme, assumés, obligés avant tout contre tous ceux qui souhaiteraient, emplissent déjà les cerveaux de nos enfants et adolescents, visage selon moi de la souffrance de notre beau pays, de valeurs terribles antinaturelles, ce qui se nomme manipulation d'esprit en cours de formation, qui plus est lorsque nous enseignants en avons la charge, ou bien plus clair, plus court, plus tranchant, pédocriminalité, meaning destruction de cerveau ou d'esprit manipulable par définition, puisque vous connaissez les notions de plasticité cérébrale, n'est-ce pas? Ce qui est parfaitement impardonnable. Nous ne cédons point aux pseudo-dictates moraux récents aux conséquences catastrophiques sur notre jeunesse. Nous montrons plutôt la voie séculaire ardue, pentue, avec du dénivelé, mais ô combien gratifiante, puisque lorsque l'on arrive au sommet, l'on profite d'un panorama magnifique sur notre pays. Une nation qui traite aussi mal sa jeunesse. Je vous donne toujours les 3 mêmes exemples, la baisse des moyens alloués à l'éducation, le recrutement et la formation. De ces mêmes enseignants, retrouvons ensemble un peu de sérénité dans le débat, car là aussi toute nation divisée contre elle-même sera réduite en désert. L'impossibilité de débattre de manière sereine est affolante, affligeante, gravissime. Nous poursuivons et poursuivrons sans cesse le but ultime de vaincre le nihilisme ambiant. Ainsi, promotion du goût de l'effort, du travail, défense de la beauté de notre pays, adoption d'une mentalité positive sortie de la torpeur, négativité, pensée unique, passage à l'action, seront nos mots clés. En ces temps troublés, s'il en est encore une fois, il nous faut absolument prendre le taureau par les cornes, être capable d'aller au combat avec pour seule différence notable le fait de ne point haïr nos adversaires. Ils sont, comme je le disais dans les derniers épisodes, haïssables de par leur folie, leur folie est haïssable, lapsus, leurs péchés sont nombreux, leur aveuglement est absolument impressionnant, mais nous en reparlerons justement aujourd'hui. Mais ne haïssons en aucun cas justement leur personne que nous devons bien au contraire aimer sincèrement pour nous différencier justement de nos adversaires qui nous haïssent et souhaitent notre mort, car nous devons plutôt garder foi, amour et espérance pour eux, en espérant leur conversion un jour et même en priant pour eux. Première partie, les jeux vidéo et les écrans. Première vue d'ensemble, pourquoi s'intéresser à ce sujet chez les enfants? L'usage des écrans a explosé chez les enfants et adolescents ces 10-15 dernières années. C'est une évidence. Les préoccupations principales sont impact sur le développement cognitif et langagier chez les tout-petits, perturbation du sommeil, risque d'effets négatifs sur la santé mentale, anxiété, dépression, perte d'empathie naturelle quand l'usage est excessif ou inadapté, et remplacement du temps consacré aux jeux libres et aux activités physiques. Ces constats sont documentés par des revues et études récentes. Et oui, Jamy, on est parti. Quelques dangers documentés. Développement cognitif et langage chez les tout-petits. Des études montrent qu'un temps d'écran élevé dès le très jeune âge, entre 24 et 36 mois, soit entre 2 ans et 2 ans et demi, est associé à de moins bons scores aux tests de développement au niveau de la communication et de la résolution de problèmes plus tard. Vous savez que il y a une expérience dont je n'ai plus le nom, mais dès la naissance, si vous montrez à des enfants un écran avec je crois que dans l'expérience, c'est un singe qui tient 4 bananes, 2 dans chaque main, il les met dans son dos et ensuite quand il les remontre, il n'y en a plus que 3. On voit la pupille des nourrissons qui s'ouvre parce qu'ils comprennent que ce n'est pas logique dès la naissance. Quelques sources pour vous rappeler ceci, que dès le très jeune âge, donc les enfants, ce ne sont pas encore des élèves, les enfants ont déjà de moins bons scores au niveau du développement s'ils sont trop soumis à des écrans.
j'ai nommé Madigan, on dirait le nom d'un méchant de Sherlock Holmes, et ses collaborateurs en 2019. Et d'autres études plus récentes montrent une association entre écran précoce et retard développementaux. Ces études contrôlent plusieurs facteurs confondants, mais restent observationnelles, c'est-à-dire qu'on ne peut être certain d'une causalité stricte. Et oui, je vous cite même les limites. Mais bon, votre instinct vous dit que j'ai raison. C'est normal, j'ai raison. Le sommeil, l'utilisation d'appareils émettant de la lumière, notamment la lumière bleue, vous le savez très certainement, c'est pour cela que sur vos téléphones existe un mode qui s'appelle Night Shift. Donc sur les tablettes, les téléphones, les liseuses électroniques, le soir, cela retarde l'endormissement, diminue la sécrétion de mélatonine, hormone du sommeil, et réduit la vigilance, y compris le lendemain, sur l'ensemble de la journée. Recommandation pratique forte, évitez tout écran au moins 1 heure avant le coucher, idéalement davantage, pas uniquement pour les enfants, mais pour vous également. Les données incluent une synthèse large, HALE, H-A-L-E et Guan, G-U-A-N, étude de 2015 et une expérimentation sur liseuse par Chang, C-H-A-N-G, pareil en 2015. Santé mentale, anxiété, dépression, bien-être, les méta-analyses et revues récentes indiquent une association générale entre usage excessif de médias numériques et certains symptômes de santé mentale chez les adolescents. No joke avec la gueule actuelle de notre monde. Au niveau de l'anxiété et de la dépression, mais la force et la nature de l'association varient fortement selon le type d'usage. Est-ce qu'il s'agit d'un scroll passif sur les réseaux sociaux, de jeux vidéo entre guillemets un minimum intéressant, d'un visionnage actif d'un documentaire ou d'un film, et non du scroll passif, donc avec un temps d'attention TikTok de mesurer à 8 ou 9 secondes. Ne faites pas ça, vous devenez des poissons rouges. En clair, le quoi et le comment comptent beaucoup. Surveillez vos enfants, vos adolescents, presque plus encore. N'écoutez pas ceux qui vous disent de les laisser librement regarder ce qu'ils veulent et que c'est normal et que jeunesse doit se faire. Surveillez-vous, vous aussi également, afin de donner l'exemple. Soyez exemplaires pour vos enfants, c'est sans doute le plus important. Exposition à des contenus anxiogènes. J'ai nommé les informations et les actualités violentes. Plusieurs travaux montrent qu'une exposition médiatique importante des enfants, c'est très sans doute vrai pour les adultes également, mais je me concentre dans ce développement sur les enfants, à des événements traumatiques, ainsi leur montrer les attentats, les catastrophes, les cambriolages qui peuvent avoir lieu au Louvre, la corruption des politiques qui nous gouvernent, etc., etc. Tout cela peut déclencher ou aggraver des symptômes de stress post-traumatique, c'est comme s'ils avaient fait la guerre du Vietnam, et d'anxiété, surtout chez les enfants vulnérables. Conclusion en pratique, évitez bien entendu de faire regarder les informations anxiogènes à vos enfants. Bah ouais, logique. S'il vous arrive de le faire, n'hésitez pas à faire de la médiation parentale en expliquant, en rassurant et en limitant les effets du visionnage de ces informations terribles. Vision, posture, obésité, sédentarité, l'usage excessif d'écran accroît de manière seconde la sédentarité, pouvant contribuer à moins d'activité physique et au risque d'obésité. Posture et fatigue visuelle sont des soucis fréquents. Ces effets sont indirects, directs parfois parce qu'on se dit à quoi bon bouger, je peux vivre ma vie de super-héros sur ma console, tranquillement ici, bien assis confortablement. Pourquoi aller dans le monde réel qui est plein de limites réelles où je ne vais pas pouvoir lâcher un kamehameha et d'anxiété? Tout cela est évidemment bien documenté et parfaitement logique. Afin d'être parfaitement complet, posons-nous la question, existe-t-il des bénéfices potentiels et ou des limites puisque certains nous disent « Ah oui, mais je joue aux jeux vidéo pour augmenter mes réflexes, ma réflexion, je ne regarde que des documentaires et je ne fais que des jeux éducatifs. » Bon, les jeux vidéo, les réflexes, l'attention, les capacités visuo-spatiales. Quelques preuves positives, des études expérimentales menées par Green et Bavelier en 2003 et quelques travaux précédents montrent
que certains jeux d'action améliorent effectivement la sélectivité visuelle, la vitesse de traitement et certains aspects de l'attention visuo-spatiale. Si vous êtes Kasparov et que vous ne jouez que aux échecs, c'est peut-être intéressant, effectivement. Ces gains sont souvent spécifiques aux tâches proches de celles pratiquées dans le jeu. Il me semble, à vérifier, je ne l'ai pas vérifié, que certains jeux vidéo sont même utilisés, voire conçus pour aider à maintenir certaines fonctions. Je crois encore une fois, par exemple dans le cas de la maladie d'Alzheimer. À vérifier, mais si c'est le cas, évidemment, c'est intéressant. Mais ça ne concerne pas mon cœur de cible, si je puis dire, puisqu'il ne s'agit généralement pas d'enfants de moins de 16 ans. Les gens atteints d'Alzheimer. Quelques limites importantes, la généralisation à des compétences scolaires larges, la lecture, le calcul est limité, les gains sont souvent conditionnés bien sûr par le type de jeu. Adiboom a extrêmement bien appris comment gérer un potager, bien sûr. La durée et l'âge, le contenu violent soulève d'autres débats, un effet petit mais discuté sur l'agressivité et la perte d'empathie. Les études ne sont pas claires, il n'y a pas de consensus, et dans consensus, sachez qu'il y a Sens, qui est une belle ville. Réflexion, stratégie, résolution de problèmes, certains jeux, stratégie, puzzle, jeux de rôle coopératifs stimulent la résolution de problèmes, la planification et la prise de décision. Les bénéfices dépendent fortement du design du jeu et de l'intégration. Est-ce que c'est un jeu guidé ? Est-ce qu'il y a un débriefing, si je puis le dire comme ça, avec les parents pour en parler un petit peu ? Est-ce que c'est un jeu collectif ou uniquement passif auquel on joue seulement tout seul ? Les jeux sérieux peuvent apporter un vrai plus si conçus pédagogiquement, mais souvent moins rigolos, donc moins utilisés. Et ce sont simplement les jeux dont on se sert en classe parce que les élèves y adhèrent un petit peu plus, mais c'est pas non plus la panacée. Les documentaires et contenus éducatifs, les documentaires et programmes de qualité adaptés à l'âge bien sûr, peuvent enrichir la culture générale, la curiosité et le vocabulaire, en particulier si un adulte co-visionne et commente, ou mieux encore si après un documentaire sur Carcassonne, on emmène son enfant à Carcassonne pour ancrer ce qu'il a vu sur l'écran dans le réel, c'est évidemment idéal. Pour les tout-petits, l'apprentissage est maximal quand le contenu est accompagné d'interactions parents-enfants, la lecture ensemble, répondre, réfléchir à des questions ensemble et pratiquer les activités en dehors. Ce que je veux dire par là, c'est si vous lisez le mode d'emploi pour une recette, ensuite faire la recette après l'avoir lue, évidemment, ou en même temps que vous la lisez. Ce n'est pas la tablette qui éduque à votre place, et non, Jamy, ce serait trop facile et trop chiant. Des jeux purement éducatifs, mauvaise liaison, des applications éducatives en revanche, un potentiel réel mais variable, les méta-analyses montrent des effets modestes, beaucoup dépend de la qualité pédagogique, de la durée et de la manière dont l'application est intégrée dans un contexte d'apprentissage réel. Une seule application ne remplacera jamais le jeu libre, le contact humain et l'expérience sensorimotrice. Conclusion, en pratique, il existe des bénéfices cognitifs mesurables pour certains types de jeux et activités numériques, notamment les jeux d'action, d'attention et les jeux éducatifs bien conçus, mais ces bénéfices ne compensent pas les risques si l'usage est massif, mal cadré ou remplace le jeu à l'extérieur et le sommeil, bien entendu. Une de mes interrogations personnelles, regardez les informations anxiogènes, je reviens un petit peu dessus, quels effets sur le développement de l'empathie en général. Regardez des reportages violents pour les jeunes enfants, une exposition répétée à des images anxiogènes augmente l'anxiété et la détresse plutôt que favoriser le développement de l'empathie. L'apprentissage de l'empathie se développe par les interactions sociales réelles, et donc pas non plus derrière un masque. Ok, bon, je ne vais pas revenir dessus. Les lectures adaptées, les récits encadrés et les jeux de rôle, pas avec une surexposition devant les écrans, surtout pas face à de mauvaises nouvelles. N'abordons pas, ou alors extrêmement peu, les actualités avec les enfants, ou alors choisissons bien les activités, puisqu'il n'y a pas non plus que du négatif, bien entendu. Adaptons le contenu, expliquons, contextualisons, positivons.
On peut cacher des choses, c'est pas interdit lorsque l'on est des adultes, afin de protéger nos enfants. Des études claires sur l'impact des médias après des catastrophes montrent un risque d'effet traumatique. Ce que l'on perd quand les enfants passent trop de temps devant les écrans, un exemple, jouer moins dehors, ne plus prendre de risques mesurés. Je me faisais la réflexion en allant non pas à Carcassonne, mais quelque part dans le sud chez ma grand-mère lors des vacances scolaires, ça rime, qu'il n'y avait plus un gamin dehors sur un vélo en train de construire des cabanes, en train de raconter entre potes des histoires imaginaires où ils s'imaginent être, je ne sais pas moi, des personnages médiévaux, des animaux, que sais-je encore. Ça ne se voit plus, ou presque plus. Les recherches sur le jeu extérieur et le jeu réel montrent que le jeu risqué, entre guillemets, dans un risque mesuré, favorise le développement de l'autonomie, la perception du risque juste, c'est-à-dire ne pas penser comme les abrutis sur les réseaux sociaux. Oui, non, mais moi, Cyril gagne, je le prends. Bon courage, Cyril, pour gagner la ceinture. La motricité, la coopération sociale et la résilience émotionnelle. La diminution du jeu libre à l'extérieur pour nos générations récentes est associée à davantage de sédentarité, à moins d'opportunités d'apprentissage par l'expérience, par essai-erreur, la capacité à prendre des risques, à développer son courage, à user de son imagination. Encourager des jeux comme le vélo, la construction de cabanes, l'imagination, etc. Cela a des bénéfices documentés pour le développement moteur, social, émotionnel, le développement des valeurs et vertus dont nous parlions à l'épisode précédent. Aider son copain qui vient de tomber à vélo, bricoler, réparer la roue, changer de roue, changer la chambre à air, tout cela, ce sont des choses intéressantes, savoir comment se débrouiller, etc. Des recommandations pratiques et le temps d'écran qui est acceptable. Les recommandations officielles insistent plus sur la qualité, le contexte et le timing que sur une simple minute compteur, mais il existe des repères utiles. Entre 0 et 2 ans, on évite tout simplement les écrans. Les écrans n'apportent aucun apprentissage supérieur à l'interaction humaine. C'est l'OMS qui vous le dit. Entre 2 et 5 ans, on limite à maximum 1 heure par jour de contenu de bonne qualité, donc de qualité choisie, toujours en covisionnage et en interaction parentale. Toujours l'OMS. Entre 6 et 12 ans, pas de règle universelle chiffrée. On insistera toujours sur la qualité et l'équilibre, mais beaucoup de lignes directrices pratiques nous conseillent de préférer moins de 2 heures de loisirs écran par jour. On priorise avant tout le sommeil, l'activité physique, l'alimentation saine, les devoirs scolaires, le jeu libre et interdire les écrans 1 heure avant le coucher. Établir un plan familial. C'est pas le truc qui fait des bandes dessinées un peu étranges. Bon, bref, je m'excuse si c'est le cas. Chez les adolescents qui ont plus de 13 ans. Non, je confonds avec le planning familial, ça va. Bref, je m'égare. Chez les adolescents de plus de 13 ans, même principe, la qualité est supérieure à la quantité, comme dans bien des choses. Limiter l'usage récréatif excessif, surveiller les signes de dépendance, encourager le sommeil et les activités sociales réelles. Les revues montrent des associations entre usages intensifs, notamment réseaux sociaux passifs, et la baisse de bien-être. Le timing, à quel moment est-ce moins pire? On l'a dit, on coupe les écrans 1 heure minimum avant le coucher à cause de son impact sur la mélatonine et sur l'endormissement. Ce qui est moins pire, c'est une utilisation pendant la journée, idéalement après l'activité physique. Après avoir vécu justement dans la vie réelle, on peut se permettre de passer un petit peu de temps devant l'écran. Et lorsque le parent covisionne, c'est encore mieux, afin de transformer le visionnage en activité toujours interactive, où l'on va poser et répondre à des questions, prolonger encore par une autre activité physique ou créative. Les documentaires et jeux éducatifs sont alors beaucoup plus utiles dans ce cadre commenté. Dernier conseil pratique et concret pour les parents enseignants,
Un plan réfléchi en famille, prioriser le covisionnage, choisir la qualité, favoriser le jeu libre et l'extérieur, surveiller le sommeil et enfin observer si l'enfant, l'adolescent devient irritable, dépendant, isolé et perd son intérêt pour d'autres activités. Peut-être aurez-vous reconnu David Goggins. Mais qui est ce David Goggins ? Un ancien obèse victime de racisme, sans prédisposition innée, qui travaillait comme exterminateur de cafards, qui se sentait appelé vers plus grand, selon lui, qui s'est battu pour ce faire, qui a échoué à son rêve de devenir Navy Seals par 2 fois, me semble-t-il, avant de réussir à sa 3e Hell Week, qui est devenu conférencier, auteur d'ouvrages best-seller sur sa méthode de travail, sans répit, sans mots doux qu'il se susurre à l'oreille pour se motiver, un homme qui s'est fait plus qu'à la dure, aujourd'hui ultra-trailer, à plus de 50 ans, toujours disposant d'une shape impressionnante qui a poussé Adesanya, c'est dire, à bout sur l'endurance, qui n'est pas le point fort d'un combattant de MMA, mais tout de même qui a des côtés sombres qu'il n'hésite pas à présenter. Pas de relation, me semble-t-il, avec ses enfants, voire même des relations plutôt mauvaises, car peut-être très auto-centré sur ses performances et sur lui-même, mais oui, ce qui est la définition de auto-centré, mais qui finalement, par son exemple d'ultra-discipline face à l'adversité, dès qu'on voit une vidéo de lui en train de courir, ça fait étrange, ça fait bizarre, les opérations multiples qu'il a subies, il ne suit aucun jour de repos, etc. Il a fini par avoir un impact fort sur d'autres, dont moi, parce que cette ultra-discipline me parle quand on a vécu pendant quelque temps, comme moi, un peu au gré du vent, et que, sur ses facilités notamment, et que petit à petit, on a implémenté des règles de discipline quasi militaire dans sa vie. Pareil, citation appréciée par ici, si tu prétends changer le monde, commence par faire ton lit tous les matins. C'est par cela que j'ai commencé, puis d'autres points de discipline se sont greffés. Ensuite, la douche froide, compter ses calories, le retour à la religion à la dure, le travail, le sport très calculé, le trail très régulièrement sur les mêmes chemins, les séances de musculation très semblables, etc., etc. Revenons à Monsieur Goggins. Je crois qu'il a été battu depuis, mais il a eu pendant un temps le record de traction. Plus de 4000, il a fini dans un état dégueulasse. Des photos de ses mains sont disponibles. On pourrait là aussi faire un parallèle encore avec l'Ultra Trail où l'on va au bout de soi-même. Il a été Navy SEAL donc et a été également dans l'armée de l'air et de terre. Je n'aborderai pas le scepticisme qui entoure le personnage, révélateur selon moi de la mentalité de crabe de certains, et je prends tout ce qu'il raconte comme vrai. Développement sur l'ensemble de son travail sur les réseaux comme dans ses livres. J'ai écouté les podcasts de Joe Rogan, d'Andrew Huberman, ses 2 premiers livres, je n'ai pas lu le dernier, je crois qu'il vient d'en sortir un nouveau, celui-là je ne l'ai pas lu. Des vidéos diverses et ma synthèse personnalisée d'un homme qui m'a beaucoup influencé. C'est marrant que ce soit un gros mot dans la bouche de certains qui sont souvent finalement les plus influencés. Bref, c'est un autre sujet. J'ai fait ça en 10 points et une conclusion suivra. Et la bobinette chèrera. Le premier point, tout est possible. Donc dans sa jeunesse, il a eu un père violent, il était dyslexique. Il a longtemps été incapable de lire. Il était gros, je crois qu'il pesait 300 livres, ça fait quoi 130 ou 140 kilos, quelque chose comme ça. Il était victime de racisme. Et si vous regardez aujourd'hui sa biographie, tout ce qu'il a été capable de faire, vous vous dites effectivement que tout est possible. Deuxième point, il est parti de rien. Encore une fois, il a échoué 2 fois à la Hell Week des Navy Seals. Il a échoué par 2 fois parce que la première,
je ne sais plus la première, mais la deuxième en tout cas, il l'a réussi, mais il avait les tibias brisés et donc il n'a pas pu faire la suite et il a dû refaire une troisième fois. Ça change un peu, je trouve, des histoires de génies qui réussissent tout par prédisposition plus travail. Là, pour David Goggins, c'est travail, 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 travail. La cookie jar et l'entraînement. Ne nous focalisons pas sur la victimisation. Coucou à tous ceux qui ne se focalisent que là-dessus, ce qui leur évite et leur donne une excuse pour ne pas se bouger le cul dans la vraie vie véritable et palpable. Ouvrons les yeux sur notre situation. Ne blâmons pas uniquement la situation extérieure, même si elle est vraie qu'elle est dégueulasse. Et surtout, ce sur quoi on n'a pas de levier, je vous le répète sans arrêt, concentrez-vous sur le local et ce sur quoi vous pouvez agir pour démarrer. Ne pas se trouver des excuses, personne n'en a rien à faire, il faut le faire, just do it, comme dirait Nike, pour faire le salopio d'américain. Quatrième point, la discipline n'est pas motivation, on en a déjà parlé au 2e ou au 3e épisode. Il faut faire ce qu'il faut quand il faut, même et surtout lorsque l'on n'en a pas envie. On a d'abord la motivation extrinsèque où l'on reçoit un petit bonbon à chaque fois qu'on va à la salle de sport. Ensuite, la motivation intrinsèque parce qu'on voit son biceps commencer à pousser. Vient enfin la discipline et on va à la salle parce qu'il faut le faire, point barre. 5e point, le laboratoire mental. On ne dépense la plupart du temps, ou on ne va pas plus loin la plupart du temps, que 40% de nos capacités. Selon David Goggins, il nous faut expérimenter dans notre laboratoire mental jusqu'où nous pouvons aller dans la difficulté, dans la douleur, etc. Encore un parallèle avec le monde du trail et la fameuse Pain Cave de Courtney Dauwalter qu'elle explore à chaque fois qu'elle souffre sur un ultra trail et qu'elle est heureuse de rejoindre et de creuser toujours davantage. 6e point, quittez les réseaux sociaux, ou en tout cas allez-y beaucoup moins souvent. Que faites-vous lorsque personne ne vous regarde, quand vous n'avez pas une belle vidéo à poster sur les réseaux sociaux justement de ce que vous faites lorsque ça ne va pas? Je cite David Goggins, ceux qui se lèvent quand même dans ce genre de journée et qui vont quand même bosser et avancer sont ceux qui se séparent le plus de la masse. Sous-entendu, il faut aussi se bouger le cul, même quand vous n'avez rien à poster pour montrer vos efforts sur les réseaux sociaux. D'accord, je ne poste pas de vidéos de moi à la salle à chaque fois que j'y vais, pour ne prendre qu'un exemple évident. 7e point, tu passeras pour un déséquilibré, pour un fou, peut-être comme quelqu'un de pas harmonieux, et peut-être qu'effectivement tu ne seras pas harmonieux pendant un temps. Il faut sortir de la moyenne qui est désespérément basse aujourd'hui. Je pense que c'est la moyenne aujourd'hui qui est absolument déséquilibrée. Avoir une discipline extrême, vous passerez pour fou. Allez, profite de la vie, quoi. Voilà ce que vous entendrez. N'y cédez pas. Ce sont des appels à rejoindre les crabes. 8e point, il faut sortir du confort pour progresser. La zone de confort n'est pas votre ami. Intellectuellement, il existe une notion que je crois encore une fois avoir déjà abordée, la zone proximale de développement. Elle existe en sport également si vous voulez progresser et que, disons, pour faire un exemple simple, votre record au bench c'est 60 kg. Si vous ne faites que soulever toute votre vie 20 kg pour être sûr de ne pas vous blesser, vous n'allez jamais progresser. Il faut aimer son palais mental, sa pain cave, la souffrance est nécessaire pour progresser, grandir, croître. Il n'y a pas que le sport, il est devenu ambulancier, il ne compte pas abandonner le travail si un jour son corps le lâche, il ne compte pas sombrer dans la dépression, il a déjà d'autres plans. La discipline, la progression, comme ambulancier d'ailleurs, il cherche à aller plus loin malgré ses difficultés à apprendre, afin d'être le meilleur ambulancier possible. C'est ce qu'il disait dans le podcast d'Andrew Huberman. Il apprend un maximum de choses sur le corps humain pour être, entre guillemets, le meilleur s'il devait y avoir un imprévu, j'imagine, dans l'ambulance, être capable d'être le genre d'ambulancier qui, sans même la présence du médecin, est capable au moins un peu de prendre en charge le patient, disons-le comme ça, le passager de l'ambulance, pour prendre soin de lui.
Et enfin, dernier point, apprendre à gérer la peur et les échecs inévitables. Qui n'essaye pas, n'échoue pas, vous l'avez déjà entendu plein de fois. Fixez-vous des objectifs SMART, je vous rappelle cet acronyme. S pour spécifique, clair, précis, sans ambiguïté. N pour mesurable, quantifiable et vérifiable. A pour atteignable et ambitieux, réalisable avec les moyens disponibles à votre disposition justement. R pour réaliste, cohérent avec votre contexte et vos priorités. Et enfin T, c'est-à-dire temporellement défini, limité dans le temps avec une échéance mesurable. Et enfin, en guise de conclusion, il évoque régulièrement la méditation, la positivité dans l'effort, la difficulté, la visualisation, le fait de suivre un plan, d'où l'intérêt encore une fois d'avoir un carnet de suivi d'entraînement comme de votre travail. On fait les changements petit à petit pour sortir de sa zone de confort. Ce n'est pas intéressant de travailler un jour à 200%, il vaut bien mieux travailler tous les jours, même si ce n'est entre guillemets qu'à 80%. Si tout le monde travaillait à 80% tous les jours, je pense que le monde irait mieux et serait plus sain. Tout est possible à condition de travailler dur. Travailler dur, ce n'est pas sexy comme dans les films, comme ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, puisque bien souvent les influenceurs ne gardent que le positif et le sexy, mais travailler dur, bah non, c'est pas sexy. Et enfin, sachez vous entourer encore une fois. On ne s'entoure pas de crabes si vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Choisissez-les soigneusement. Troisième et dernière partie, citation et non, vous n'aurez pas de nouveaux mots aujourd'hui. L'aveuglement selon le prophète Ésaïe, miroir de notre temps. Ce prophète au 8e siècle avant notre ère recevait de Dieu une mission paradoxale, parler à un peuple qui n'écouterait pas. Je cite donc, il, sous-entendu Dieu, dit alors, va et dit à ce peuple, vous entendrez bien mais vous ne comprendrez point, vous verrez bien mais vous ne saisirez point, rend insensible le cœur de ce peuple, endurcit ses oreilles et bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, n'entende de ses oreilles, ne comprenne de son cœur, ne se convertisse et ne soit guéri. Ces mots adressés au royaume de Juda, plongé dans l'indifférence spirituelle, résonnent aujourd'hui avec une puissance troublante. Ils décrivent un état d'aveuglement collectif, une surdité morale qui semble se répéter à travers les siècles. Vous l'observez, l'aveuglement de certains, la surdité face à la condition catastrophique de nos prochains, le peuple en général, les paysans, les forces de l'ordre, le milieu hospitalier pour ne citer que, pour faire semblant, selon moi, de faire preuve d'empathie plutôt pour le lointain, par exemple, et se donner bonne conscience ainsi. C'est un exemple choc qui me semble vrai, soutenu par l'abbé Raffray ou encore Julien Rochdy. On peut aussi penser finalement que cet aveuglement, cet endurcissement, cette surdité sont voulus par Dieu, nécessaires pour repartir plus tard sur des bases saines, qu'il nous faut en passer par là, endurer sans haine pour ceux que je vois comme des adversaires aveugles et sourds et durs, puisque ce sont eux qui veulent la mort de la liberté d'expression. Regardez la Furia qui meurt dans le pays de la liberté d'expression. Ils supportent, voire applaudissent de manière dégueulasse l'assassinat de Charlie Kirk, la tentative d'assassinat sur Trump. Ils harcèlent les influenceurs qui ne pensent pas comme la doxa et hurlent au harcèlement en dehors de cela lorsque, à la première remarque contre eux, ils se sentent un petit peu blessés dans leur ego et dans leur orgueil surdimensionné. Notre époque, saturée de discours, d'images et d'émotions, illustre souvent cette fermeture du cœur qu'Ésaïe dénonce. Nous voyons les souffrances de nos contemporains, mais sans les regarder vraiment. Nous entendons leurs cris sans les écouter. Les drames qui touchent les plus proches, les travailleurs, les agriculteurs, les soignants, les forces de l'ordre même, semblent parfois moins mobiliser les consciences que des causes lointaines
plus médiatisés, plus confortables, plus faciles à soutenir. On fait alors mine d'exprimer de l'empathie pour eux, sans véritable engagement, sans véritable effort, envers ceux que nous côtoyons plutôt au quotidien. Cette forme de compassion sélective facile relève de l'illusion morale, elle donne bonne conscience tout en évitant le travail, la remise en question au réel. Cet aveuglement n'est pas une faiblesse humaine. Je le comprends à la lumière de cette citation d'Ésaïe comme une pédagogie divine. Dieu permet l'endurcissement du peuple quand celui-ci refuse d'entendre, pas pour le condamner à jamais, pour le soumettre à l'épreuve, pour qu'à travers la crise et la douleur, il puisse plus tard renaître sur des bases plus justes et plus vraies. L'épreuve devient alors purification, un temps de vérité où le factice se sépare du réel. C'est sans doute, selon moi, ce que nous vivons, une période où les cœurs s'endurcissent afin que certains s'ouvrent à nouveau pour mettre à l'épreuve les justes. Il nous faut donc aimer nos adversaires, souhaiter leur conversion contre vents et marées, mais si elle n'est pas possible, c'est qu'elle est souhaitée par Dieu et qu'il faut en passer par là pour construire, voire reconstruire. Ce constat n'appelle ni haine ni désespoir, peut-être tristesse et mélancolie, un peu, mais surtout force et confiance. Le croyant comme le citoyen éveillé ne doit pas se laisser envahir par la rancune. Il doit aimer ses adversaires, mais ceux qu'il voit comme complices de ce monde dévoyé, car la conversion reste possible et elle ne dépend pas de nous seuls. Si certains demeurent sourds ou durs, c'est peut-être que Dieu le permet pour un temps, afin que plus tard un renouveau authentique advienne. Notre tâche n'est donc pas de juger, mais de persévérer dans la vérité avec un V majuscule, la charité et la fidélité, sans céder jamais, ni à la colère, ni au désespoir. Ainsi, le message d'Isaïe demeure d'une actualité brûlante. Il nous met en garde contre la complaisance morale, contre l'indifférence au local travesti en compassion pour le lointain, et nous appelle à garder nos cœurs ouverts même dans la nuit du monde. Car c'est seulement dans cette ouverture patiente et lucide que la guérison spirituelle et collective devra advenir, finira par advenir. Soyons-en sûrs. Sans transition à la conclusion, cette émission est préparée en amont. Toutefois, je ne fais pas de travail de redécoupage. Parents, votre rôle est d'inculquer à votre ou vos enfants les valeurs saines et naturelles. Laissez-les justement être naturellement curieux d'apprendre. Enrichissez leur monde, éveillez-les et veillez à et sur leur sommeil, leur alimentation, le temps d'écran. Prenez enfin le temps de communiquer avec son enseignant, ses enseignants. Vous faites et devez absolument faire partie de la coéducation. Notre rôle à tous, tout membre de la communauté éducative, est avant tout d'aider à la formation des bonnes valeurs naturelles et en premier lieu, la première d'entre elles, la curiosité. Plus tard, nos élèves, notre jeunesse, nos enfants feront leur choix personnel en responsabilité. Ils auront à leur disposition la base solide inculquée par nos soins et leurs expériences vécues guidées dont nous avons parlé aujourd'hui. Ils disposeront d'un esprit critique affûté telle une lame de rasoir. À mon humble avis, avec ces valeurs, nous éviterons 99% des bêtises potentielles futures à tous les niveaux. Je reprends toujours la citation de Saint Augustin, « Aime et fais ce que tu veux ». Sous-entendu, si tu aimes et que tu respectes Dieu, quand tu feras ce que tu veux, ce ne seront que de belles et bonnes choses. C'est bien pour cela que j'ai choisi la voie grave de l'instituteur pour mener fermement les élèves et enfants sur les voies caillouteuses du monde nihiliste actuel. À nous, à vous, de protéger l'enfance dans son innocence. Donnons-leur du savoir, apprenons-leur à être et enfin à savoir devenir. Au revoir, baseball.